Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire. Aujourd'hui, on démarre avec une question de Frisouille concernant la mission Hayabusa 2. Pourrais-tu parler de la sonde Hayabusa 2 qui est malheureusement méconnue car elle pourrait révéler des choses très intéressantes et aussi expliquer comment il compte la faire revenir et avec quels moyens de propulsion. Bonjour Frisouille, ta question tombe à pic puisqu'Hayabusa 2 s'est justement mise en orbite de sa cible ce week-end. On a déjà consacré un dossier de l'espace à Hayabusa 2 qu'on a regroupé avec la mission Osiris-Rex sous le nom 2018, l'exploration des astéroïdes s'accélère. Je te mets le lien dans la description. Hayabusa 2 va étudier l'astéroïde Ryugu pendant 18 mois à l'aide d'une véritable armada d'atterrisseurs et d'impacteurs. En plus de ça, la sonde collectera 2 échantillons. L'un d'entre eux sera pris à la surface et l'autre dans le cratère d'impact réalisé par un impacteur de la mission. L'atterrisseur mascotte est fourni par les agences spatiales françaises et allemandes. Il s'inspire de ce qui avait été fait avec l'atterrisseur Philae de la mission Rosetta. 3 autres tout petits atterrisseurs, appelés Minerva, complètent la mission. Ils pourront se déplacer par petits bonds à la surface de Ryugu. Hayabusa va donc pouvoir mener une batterie d'observation très complète depuis l'orbite et à la surface. Ryugu est un astéroïde primitif de type C. C'est-à-dire qu'il est composé des matériaux originels du système solaire, mais à l'inverse des comètes, il ne contient pas de glace. Il mesure un peu moins d'1 kilomètre de diamètre et fait partie du groupe Apollon qui regroupe des astéroïdes orbitant dans le voisinage de la Terre. Les premières images d'Hayabusa nous révèlent une forme plutôt régulière, comme une espèce de gros cube. Son analyse pourra donc nous en apprendre plus sur la genèse et la jeunesse de notre système. Les échantillons prélevés sur l'astéroïde seront retournés sur Terre fin 2020 où ils pourront être décortiqués en laboratoire. C'est toute la sonde qui reviendra vers notre planète à l'aide de sa propulsion mixte électrique-chimique. Puis elle larguera sa capsule d'échantillons dans l'atmosphère terrestre. On peut attendre les premiers résultats bien avant ça, puisque la sonde va mettre ses premiers instruments en route dès le mois prochain. Toute la fin d'année 2018, Hayabusa restera poliment à distance. Ce n'est qu'au printemps 2019 qu'atterrisseurs et impacteurs commenceront leur grand débarquement. On continue avec Neutrino qui nous pose une question sur l'atmosphère de Titan. Tu dis que Titan a une gravité légèrement moins importante que celle de la Lune, puis qu'elle a une atmosphère 1,5 fois supérieure à celle de la Terre. Comment cela est-il possible ? La densité de l'atmosphère n'est-elle pas censée être proportionnelle avec la gravité de l'astre ? Bonjour Neutrino. La première question qu'on peut déjà se poser, c'est pourquoi la gravité de surface de Titan est plus faible que celle de notre Lune. Le satellite de Saturne est en effet 1,5 fois plus grand et 1,8 fois plus massif. La réponse est à chercher du côté de la densité. La gravité de surface d'un objet se calcule en effet à partir de 3 paramètres, masse, rayon et densité. Et sur ce terrain, Titan est bien obligé de s'incliner face à la Lune. Titan est composé en grande partie de glace, alors que notre Lune ne contient presque que de la roche. Résultat, la Lune affiche une densité presque 2 fois plus élevée que Titan, ce qui lui permet d'afficher une gravité de surface plus élevée, bien qu'elle soit plus petite et moins massive. Ce qui nous amène à ta question, comment un corps avec une gravité de surface si faible peut retenir une atmosphère si épaisse ? Le facteur le plus important est probablement à chercher du côté des températures. Titan est en moyenne beaucoup plus froide que la Lune. Dans ces températures extrêmes, les gaz sont plus denses et les molécules qui les composent moins agitées. Elles ont donc plus de mal à atteindre une vitesse de libération et restent piégées par la faible gravité de la Lune. L'éloignement du Soleil joue aussi son rôle. Comme on l'a vu sur Mars avec la mission Maven, les vents solaires peuvent lentement grignoter une atmosphère qui n'est pas protégée par un champ magnétique. Titan n'a pas de champ magnétique, mais son orbite traverse en partie la magnétosphère de Saturne, ce qui fournit une certaine protection. À cette distance, les vents solaires ont aussi beaucoup perdu en énergie et leur effet se fait moins sentir. Ce qui est étonnant au final, c'est plutôt qu'il n'y a que Titan qui ait une atmosphère épaisse. Callisto et Ganymède dans le système jovien ont une configuration assez similaire pour un résultat bien différent. Bref, il reste encore beaucoup de choses à comprendre autour des géantes gazeuses du système solaire externe. On reste dans le système saturnien avec la question de Gauthier.
Tu pourras expliquer un jour comment se forment les anneaux et comment sont-ils formés. Bonjour Gauthier, toutes les géantes gazeuses de notre système possèdent des anneaux. Ceux de Saturne sont les plus connus, mais on en a aussi découvert de moins impressionnants autour de Jupiter, d'Uranus et de Neptune. Il n'y a pas encore de modèle établi quant à la formation de ces anneaux, en particulier ceux de Saturne. Il pourrait s'agir des restes d'une ancienne lune qui se serait approchée de la géante gazeuse de trop près et qui aurait été disloquée par ses forces de marée. Il pourrait aussi s'agir de restes de la formation de Saturne, un peu comme un disque protoplanétaire local. Les anneaux de Saturne font des dizaines de milliers de kilomètres de large, mais moins d'1 kilomètre d'épaisseur. Ils sont constitués en grande partie de glace d'eau. C'est un ensemble de tout petits fragments allant de quelques millimètres à quelques mètres. On va finir cette partie espace avec une question de Sergent Osiris sur l'assistance gravitationnelle. Concernant le temps de voyage vers Saturne, ne serait-il pas possible de l'écourter grâce à de multiples assistances gravitationnelles comme dans le cas des sondes Voyager 1 et 2 ? Et quand est-ce que se reproduirait une telle conjoncture sur des planètes pour nous permettre ce voyage rapide ? Bonjour Sergent, les sondes Voyager ont profité d'une conjoncture exceptionnelle avec l'alignement des 4 géantes gazeuses. Cela leur a permis d'enchaîner les manœuvres d'assistance gravitationnelle sans trop dévier de leur trajectoire. Ces cas-là sont le scénario idéal. Ils permettent à une sonde de prendre de la vitesse sans aucune contrepartie. Mais il faut que les astres visés soient correctement alignés. La conjoncture qui a rendu les missions Voyager possibles ne se produit que tous les 175 ans. Le plus souvent, les manœuvres d'assistance gravitationnelle permettent à une sonde de prendre de la vitesse, aux dépens d'un trajet beaucoup plus alambiqué et donc d'un voyage plus long. Il n'y a qu'à voir la mission Bepi-Colombo qui sera lancée cette année. Elle devra effectuer des manœuvres d'assistance gravitationnelle auprès de la Terre, puis de Vénus par 2 fois, puis de Mercure par 6 fois, avant de se mettre définitivement en orbite autour de celle-ci. 7 ans de voyage en tout. Un voyage selon une orbite de transfert direct durerait bien moins longtemps, mais demanderait au moteur de la sonde de fournir un delta V énorme. On préfère donc prendre notre temps. Mais qui sait, avec l'arrivée de fusées aux capacités énormes que l'industrie aérospatiale nous promet, on pourra peut-être se permettre des trajectoires plus directes et moins longues. Allez, on passe maintenant aux questions sur le jeu Star Citizen et on commence avec celle de The Noob. Il y aura un système de groupe, mais est-ce qu'il y aura des quêtes de groupe ? De plus, comment sera répartie la récompense ? C'est une très bonne question. Pouvoir partager des quêtes avec son groupe d'amis sera effectivement possible, mais pas lors de la première intégration du système, en 3.2. Le système de groupe va au final gérer énormément d'aspects de Star Citizen. Les développeurs ont d'ailleurs apporté quelques précisions dans l'émission Reverse the Verse. Il faut que le code du système de groupe évolue encore un peu avant de pouvoir gérer les missions. L'idée est de pouvoir partager le même objectif. Les développeurs sont encore en train de discuter sur l'équilibrage. Si par exemple l'objectif est de tuer un pirate, il faut que le jeu rééquilibre la difficulté de la mission en fonction du nombre de joueurs présents dans le groupe. Il en est de même pour la récompense qui a priori serait divisée entre tous les membres du groupe. Le système va encore plus loin. Il doit également permettre de partager la réputation acquise. Par exemple, si un groupe de joueurs accepte une mission pirate, la réputation de tout le groupe doit être changée. Pour le moment, l'implémentation du système de groupe sera assez basique. Elle permet d'ajouter des joueurs in-game et de voir leur position. Les vaisseaux des joueurs du groupe sont également tous déloqués. Les autres fonctionnalités arriveront petit à petit avec les prochaines mises à jour. On change de sujet avec la question de Navé sur le développement du jeu. J'ai une question sur le système de développement. Est-ce que ça aide CIG de simplement jouer sur leur serveur, ou seuls les reports de bugs leur sont utiles ? Les reports de bugs sur le site internet de CIG sont effectivement très utiles, mais ce n'est pas la seule manière de les aider. Il est par exemple très important de contribuer au classement des bugs, afin d'aider CIG à prioriser son travail. Bien sûr, lorsque vous rapportez un bug dans l'issue console, l'important n'est pas le bug en lui-même, mais comment il vous est arrivé. Il faut donc décrire le plus précisément possible les différentes étapes qui vous ont amené à ce bug. Vous pouvez également tout simplement donner votre ressenti sur une mécanique de jeu ou une nouveauté. Pour cela, il suffit d'écrire votre message dans les sujets feedback appropriés sur Spectrum. Enfin, le fait de simplement jouer sur les serveurs de test ou live va également grandement aider CIG. D'abord parce qu'il faut tester la charge serveur. Il est donc très important de remplir un serveur et de jouer.
CIG de son côté récolte des données utiles pour de futures optimisations. Enfin, il faut absolument envoyer le rapport de crash lorsque cela vous arrive. Si vous ne voyez qu'un écran noir dans la console lors de votre retour au bureau, il suffit d'appuyer sur Entrée. On va finir cet espace commentaire avec la question de Noxymilien sur la mécanique de minage. Pour les minerais, il y a une limite sur les planètes? Si oui, même s'il y en a beaucoup, que se passera-t-il un jour s'il en manque? C'est une bonne question, et pour tout te dire, on ne connaît pas encore vraiment la réponse. Pour le moment, il me semble que sur les lunes, le minerai est d'une certaine façon illimité. Mais il ne s'agit que d'une première itération dont le but est de tester la mécanique de minage. Ce que l'on sait par contre, c'est que le minage et les matières premières vont avoir un véritable impact sur l'économie du jeu. Par exemple, imaginons que pour fabriquer un générateur de bouclier, Dumper Depot ait besoin d'un certain type de minerai. Si plus personne ne rapporte ce minerai, les prix vont exploser. Si l'entreprise constate une rupture, le jeu va créer une ou plusieurs missions pour inciter les joueurs à ramener ce type de minerai. Cette mécanique devrait permettre d'équilibrer le jeu, de permettre aux joueurs d'influencer l'économie et de proposer un gameplay plus riche. Mais bon, on a encore pas mal de chemin avant de pouvoir tester tout ça. Voilà, cet espace commentaire est déjà terminé, mais j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur Star Citizen et la conquête spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.